Bienvenue chez Women, le podcast sans filtre qui s'intéresse au sujet de la femme, du sport à la santé pelvienne, en passant par des sujets souvent méconnus et parfois tabous. Au micro, Laura, Lise, kiné spécialisée dans le sport, mais aussi dans la santé pelvienne de la femme. Ici, dans ce podcast, on va échanger ensemble, on va clarifier, vulgariser, casser des mythes autour des spécificités de la femme. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Women. Aujourd'hui, on va parler de questions, des questions récurrentes qu'on nous pose souvent, donc on se fait une petite FAQ. On va essayer d'être assez large et pas d'être centré que sur le périnée comme on peut avoir l'habitude de le faire. Donc let's go, on commence par la première question. C'est parti. On s'est fait nos petites notes. On espère que ça va pas faire trop de bruit dans le micro. Première question. Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant les règles ou c'est juste moi qui suis douillette? Ouais, bon, Excellente question. Ouais, totalement. Je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui doivent se poser cette question-là. De bien faire attention aussi sur le fait que quelle est l'intensité de la douleur. Je pense que quand on vient à se poser cette question-là, c'est que déjà, on a vraiment beaucoup de douleur Ouais. et qu'on se demande si c'est normal. Nous on dit en tout cas aux femmes qu'on accompagne que ça doit pas être invalidant. Si vous n'arrivez pas à faire vos activités du quotidien, à faire votre petit train-train, à faire vos activités physiques à cause de vos règles, c'est qu'il y a un problème et que là, il faut aller consulter. Donc si on devait faire un petit peu un rappel des symptômes, des douleurs qu'on peut retrouver, donc il y aura forcément douleurs dans le bas-ventre, ce à quoi on peut s'attendre le plus. Associé à des douleurs de bas du dos aussi. Ouais. On peut avoir des douleurs au niveau de la poitrine. Oui, on peut avoir un peu nausée, on peut avoir... En fait, c'est dépendant de chaque femme, donc chaque femme va le vivre différemment. On parle de syndrome prémenstruel et menstruel, Ouais. donc il y a de l'acné, il peut avoir des maux de tête. Il y a enfin, chaque femme va réagir un peu différemment, mais c'est vrai que là, la question, c'était pendant les règles, mais tu l'as dit, ça peut arriver aussi en période prémenstruelle. Donc juste avant les règles. Et donc ça, c'est vraiment dépendant de chacun. Il faut voir un peu s'il y a de la régularité d'un cycle sur l'autre, si on retrouve tout le temps les mêmes symptômes, que c'est vraiment invalidant, comme tu disais. Et que le mieux, quand même, c'est d'aller consulter quand on est dans des situations comme ça. Totalement. Parce que ça peut être associé à des pathologies. On en parle de plus en plus, mais par exemple, l'endométriose peut donner des douleurs très prononcées. Et en plus, par exemple, un symptôme qu'on n'a pas parlé, il y a beaucoup de femmes qui ont des soucis digestifs qui sont prononcés pendant leurs règles. Et ça, c'est pareil, si c'est vraiment très prononcé, ça reste pas normal. Et donc, il faut aller consulter parce que ça peut être associé à une pathologie. Et ne pas rester comme ça et trouver... bon, malheureusement, c'est pas toujours évident, mais trouver un professionnel qui vous écoute et faites-vous confiance. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tu dis, faites-vous confiance. Dites-vous, quand vous vous dites, mais c'est pas normal, j'ai vraiment trop mal. Si le personnel de santé en face, le professionnel va vous dire, bah, si c'est les règles, c'est normal, bon, bah, potentiellement, il faut peut-être persévérer, d'aller essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Après, maintenant, je pense que les médecins sont beaucoup plus ouverts sur le sujet. Comme tu dis, on parle plus d'endométriose, donc... peut-être qu'ils sont plus à l'écoute et du coup, ils seront plus à même de vous trouver des solutions. Mais persévérez si jamais le thérapeute vous dit que c'est normal et qu'il faut s'en accommoder, quoi. Et si ça passe pas avec juste un simple antalgique ou anti-inflammatoire, il faut quand même se questionner. Vous prenez un Doliprane, il n'y a pas d'amélioration de symptômes. Vous prenez, par exemple... bien sûr, il faut se renseigner avant, d'accord ? Il faut que vous soyez conseillé, mais si vous prenez par exemple un anti-inflammatoire et il n'y a pas d'amélioration non plus, c'est pas normal. D'être obligé de se médicamenter pendant tout le long de vos règles, c'est pas normal. Ouais. Ok, premier point sur les règles. On va y revenir sur d'autres questions sur le cycle. On change un peu de sujet. La prochaine question, c'était de savoir pourquoi j'ai toujours du ventre alors que j'ai fait des abdos. Ah, la question du summer body, j'ai l'impression. Toute préoccupée par je vais avoir le ventre plat, les tablettes de chocolat. Exactement, dessiné surtout pour l'été. Ouais. C'est vrai que c'est une question, nous, on a beaucoup cette question-là, entre autres sur les réseaux. On voit beaucoup que les femmes se questionnent et aimeraient trouver la solution pour y remédier. Bon, malheureusement, je crois que la réponse... Il n'y a pas de réponse miracle. Et ne va pas plaire à tout le monde. Non. Parce que oui, c'est important de, en effet, renforcer ces muscles-là, autant pour votre santé, autant pour aussi l'esthétisme.
ça peut être pas mal. Donc plus, on va bosser ces muscles-là, plus ils vont être visibles. Donc en effet, ça peut être une première base. Mais Mais il y a un mais parce que, en fait, ça dépend de votre alimentation. On ouais. sait que la masse, graisseuse peut se fixer au niveau du bas-ventre. En fonction des femmes, ça peut être différent et que c'est déjà normal qu'on ait un peu de masse graisseuse, il Oui. faut le rappeler, parce qu'autrement, on ne serait pas en bonne santé. Des fois, on peut voir sur les réseaux des mannequins qui ont le ventre extrêmement plat ou qui sont très fines. Mmh. C'est pas normal. Une femme a une masse graisseuse plus importante que les hommes pour avoir un enfant. Et donc, les femmes en bonne santé, elles en ont forcément. Mmh. Donc, il faut arrêter de croire que d'avoir des abdos hyper visibles, d'être très sèches, ça reste la norme parce que ces femmes-là, malheureusement, ça se trouve, elles sont en mauvaise santé. Oui, elles peuvent peut-être avoir des petits désordres alimentaires, ce genre de sujet-là. Et Exactement. justement, quand on parle un peu alimentation, c'est qu'on a beau faire travailler nos abdos, Mm. être au taquet, mais en fait, si l'alimentation ne suit pas à côté, on va pas perdre Non. cet excédent de masse grasse. Donc c'est hyper important pour la santé en général, hein, Mhm. mais si on veut avoir un ventre un peu plus plat ou Mhm. dessiné, de regarder ce qu'on mange. Totalement. Si on a une assiette qui n'est pas équilibrée et que du coup ça va pas être équilibré entre la dépense énergétique et les apports Mm. caloriques, on aura beau faire tous les abdos qu'on veut, malheureusement le corps il va stocker un peu dans les zones où on n'a pas forcément envie que la graisse reste, mais ça va pas aller taper dans les réserves et du coup nous faire perdre ce gras au niveau du ventre et du coup on verra pas nos abdos forcément dessinés. Exactement. Donc, vraiment allier l'alimentation avec les exercices ciblés. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, il y a des femmes qui font très attention à leur alimentation et pourtant, elles ont l'impression qu'elles n'arrivent pas du tout à perdre du poids. Mm. Nous, on a le cas de certaines coachées. Ouais, on a beaucoup de femmes qui font beaucoup d'activités physiques, Mm. qui ont l'impression, enfin, qui pèsent presque leurs aliments, enfin, qui font extrêmement attention à leur assiette. Mm. Et en fait, de se dire, mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, je suis fatiguée, et pourtant je fais du sport régulièrement, je regarde enfin, c'est difficile à identifier pourquoi elles ne perdent pas de poids à ce moment-là. Et en fait, la question est peut-être à se poser aussi sur le côté hormonal. Est-ce que si mon corps il est trop stressé par l'activité physique, est-ce que plus stressé aussi par voilà, le quotidien, potentiellement le travail, on a beau essayer de faire un déficit calorique, et ben en fait peut-être qu'elles ne mangent pas assez. Et du coup Ça leur peut, ça organisme peut est... paraître Ouais, contre-intuitif. Souvent, on se dit non, mais c'est pas possible, je vais réduire encore plus. Et en fait, ça serait une ouais. mauvaise idée. Ouais, parce que comme le corps est tellement stressé, bah, dès qu'on fait un petit écart, potentiellement, il risque aussi de le stocker. Et en Totalement. fait, comme il n'a pas assez d'apport, ben, c'est pas assez équilibré et du coup, il garde les réserves, quoi. Mais même nous, on l'a vu, on a Mm. fait un suivi en Nutri Mm. et on nous a fait manger plus, enfin moi en tout cas, il m'a Oui. fait manger plus au début pour essayer de relancer un petit peu le métabolisme et Mm. l'organisme pour après redescendre parce qu'en fait, je m'en étais pas forcément rendu compte non plus, mais il y a un moment donné que je ne mangeais pas assez. C'est quand même relativement rare, les moments où je mange pas assez. Et Et du puis, coup, c'est pour se dire ça, quoi. Si vous avez l'impression de tout contrôler, de tout bien faire, de tout faire l'activité physique, mais vous ne perdez pas de poids, ben en fait, il faudrait peut-être regarder si vous mangez assez et ce qu'il y a dans votre assiette. Est-ce qu'il y a assez d'apports en nutriments, en micronutriments? ouais. Et puis en fait, on oublie que le corps, pour lui, on est encore en fait au stade de la préhistoire. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est stress, donc stress lié à une activité physique, on sait que l'activité physique engendre un stress, même s'il va être bénéfique par la suite. Tout ce qui est même stress, c'est comme tu l'as dit, lié au travail, à la charge mentale. En fait, il va identifier ça comme OK, potentiellement, ma vie en dépend. C'est-à-dire qu'auparavant, ces stress-là vont être stimulés par je me fais courser par un mammouth. Sauf que le corps, maintenant, il identifie pas, il différencie pas, en fait, les deux. Et ce qui fait qu'il va se dire OK, c'est simple, bah, j'ai beaucoup de stress dans mon quotidien, j'ai été coursé par 3 mammouths aujourd'hui, a priori. Et donc, du coup, bah, ce que je mange, je vais le garder parce que bah, ma vie en dépend. Mm. Et qu'il faut des fois prendre un peu de recul par rapport à ça parce que bah, le stress, le quotidien, l'alimentation, tout ça va jouer. Ouais. Donc le meilleur conseil, ce serait quand même aussi
de se faire entourer, de pas Totalement. hésiter à prendre, nous on conseille souvent, hein, de faire des consultations de nutrition ou micronutrition pour essayer de comprendre un peu plus parce que, bah, on a déjà plein de choses à gérer dans le quotidien. C'est dur aussi de regarder, d'essayer de trouver toutes les informations pour bien s'alimenter, donc faut pas hésiter, si vous en avez la possibilité, bah, de se référer à un professionnel aussi dans la nutrition. Mmh. OK. Prochaine, question, on revient un peu sur le sujet des règles. La question c'était: «Est-ce que je peux faire du sport quand j'ai mes règles ou dois-je ralentir?» Oh, c'est une très bonne question, je trouve, c'est bien de se questionner à son ressenti. Tout dépend de comment vous vivez vos règles. Il y a pas de réponse, en fait, ça dépend de chacune. Si, vos règles se passent super bien, que oui, vous sentez que vous êtes peut-être un petit peu plus fatigué, mais certaines femmes, en fait, ont presque des fois, un regain d'énergie. Certaines Ouais, sont même plus c'est fortes vrai. et je pense que ça dépend vraiment de chacune. En fait, il faut vous écouter. Ouais, c'est ce que je me disais en lisant la question. Je me disais: «Je trouve ça bien parce que ça veut dire qu'elle est déjà aussi dans cette démarche de, bah, s'écouter, et voir un peu vraiment au niveau du ressenti» et puis même des fois peut-être d'un cycle à l'autre, ça peut être, Ça peut être variable. «Ah bah, j'ai trouvé que le cycle précédent, pendant mes règles, j'avais de l'énergie. Ce cycle-là, bah, c'est plus difficile. OK, donc je vais lever le pied». Et puis, bah, pour celles où justement c'est un peu pénible pour elles, elles sont particulièrement fatiguées ou des fois un petit peu douloureuses ou avec d'autres symptômes qu'on a pu énumérer avant, bah, qu'elles n'hésitent pas à lever un peu le pied, Mmh. à pourquoi pas mettre, en avant plutôt des entraînements à basse intensité. Donc c'est des entraînements où vous vous sentez un peu essoufflé, mais ça ne vous fatigue pas de trop. C'est-à-dire que, si de 0 à 10 on devait coter l'intensité de la séance, bah, on serait vers, maximum 3, 4, Mmh mh. vraiment grand max. Mmh. Vous arrivez à avoir une conversation avec quelqu'un, vous sentez pas spécialement de congestion dans les jambes, dans les bras. C'est une activité plutôt cool et puis donc vous pouvez faire du vélo, de la La marche, marche. de la course à pied pour certaines, parce que pour certaines, c'est un petit peu plus difficile, où ça met une intensité forcément élevée, de la natation. Ouais. C'est vrai que les activités comme, yoga, pilates aussi dans ce moment-là, c'est Exactement, aussi des intéressant. activités douces. Ouais, parce qu'on a le côté aussi de mobiliser, donc ça fait toujours un petit peu de bien de se mobiliser pendant la période des règles. Exactement, pour celles qui sont douloureuses bas-ventre, de mobiliser cette zone, ça va la vasculariser et ça va vous amener du confort. Donc au contraire, ça serait intéressant de tester. Ouais. Mais globalement, voilà, faut s'écouter, c'est propre à chacune. Il Mmh, y a de la variabilité dans le cycle, bien sûr, mais ça peut être variable d'un cycle à l'autre. c'est ça. Donc en fait, voyez ce qui vous convient à vous. Et puis mais tester et c'est vrai que moi, j'étais la première des fois à pas énormément m'écouter et c'est vrai que si on a des fois des petits inconforts, même bas-ventre, pourtant je suis pas non plus hypersensible, mais je peux en avoir, bah, de mettre une forte intensité à un haut très intense. Ouais, Bon, des fois, on n'a pas le choix, hein. Voilà, c'était prévu et cetera et puis, je me suis pas écoutée et c'est vrai que ça a amplifié un peu mes symptômes après, j'étais encore plus dans le mal. ouais, Donc de bien se méfier quand même de s'écouter parce qu'en fait, des fois, ça peut être surprenant. Après, ça peut vous mettre à plat KO. total, ouais. Ouais, ah ouais. Donc dans ces moments-là, on se met sur le vélo, on pédale tranquillement, on fait un Ça tour n'empêche de pas de faire, mais co. peut-être, juste un peu plus cool. Voilà. OK, très intéressant. Alors, la question Et suivante. juste pour en revenir, Ouais. par contre, il y a beaucoup de femmes qui pensent que, il faut arrêter de faire d'activité physique. Au contraire, nous, on a tendance à voir que ça fait du bien Ouais, ouais, et que ouais. de bouger, c'est plutôt bénéfique. Ouais, globalement, on est d'accord sur le fait que Ouais. l'activité physique, ça fait du bien. Mais dans cette période de règles, c'est d'autant plus, comme on disait tout à l'heure, la mobilité. Au final, voilà, on n'a pas envie, Mmh. mais si on fait des choses douces ou d'essayer de trouver une activité qui pourrait nous faire un tout petit peu plus envie que les autres, Mmh. et en fait, après ça, on se sent quand même beaucoup mieux. Chouette. La question d'après, donc, c'était c'est quoi le périnée exactement? Et est-ce que je dois y penser quand je fais du sport? C'est Bon, une pour le coup, le périnée, donc enfin, c'est un ensemble très complexe, comme tout le corps humain, on va dire. Il faut visualiser ça comme un ensemble de tissus, de muscles, comme un hamac qui vient fermer le petit bassin. Donc, il n'y a pas que des muscles, en fait. Mmh. Souvent, on se dit, le périnée, c'est un ensemble de muscles. On le connaît parce qu'on en a entendu parler et que quand on se visualise retenir une envie de faire pipi ou un gaz,
on voit qu'on arrive à fermer et à contracter. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi des tissus de soutien, ça interagit avec la mobilité, ça interagit avec les hanches, ça interagit aussi avec les abdos. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très intéressant, qui nous passionne, ça c'est sûr. Et ensuite, de la question de savoir est-ce que je dois y penser quand je fais du sport, bah, pour le coup, nous, notre première réponse, ce serait non. C'est-à-dire que, comme on disait juste avant, c'est possible de contracter de périnée, c'est possible de le visualiser, mais en fait, quand on regarde un petit peu plus scientifiquement sur la capacité des fibres musculaires, en fait, c'est plus un ensemble de muscles qui est postural, donc qui va se contracter automatiquement, sans qu'on ait besoin d'y penser, même si on est capable d'aller le visualiser et le contracter. Mais en fait, il faudrait le laisser faire. Sauf quand il y a des soucis, il faut aller creuser, aller chercher un peu plus loin et du coup aller travailler un peu sur toutes ces structures qui vont l'influencer. Mais ce serait pas un bon conseil que de dire j'ai un problème de périnée, mettons que j'ai une fuite, du coup je vais commencer à contracter mon périnée à chaque moment dans mes entraînements. Déjà en plus si vous avez essayé, à chaque fois on dit ça, mais si vous avez essayé que l'entraînement dure 1 heure, de tenir votre périnée pendant 1 heure, bah dites-nous si vous avez réussi, mais en tout cas nous, ce n'est pas possible. On n'a pas réussi, c'est hyper difficile, puis on a déjà plein de choses à penser dans nos séances, dans les exercices, les répétitions, la position, ou le nombre de longueurs, je sais pas. Et de se dire, ok, si en plus je dois penser à contracter mon périnée, ça fait beaucoup de choses quand même. Et en fait, on sait que ce serait pas forcément utile. Mhm. Très bon résumé. Donc, on ne contracte pas le périnée quand on fait une activité physique. En tout cas, ça va pas retenir vos fuites. Et c'est pas à cause de ça que vous avez des fuites parce qu'ils se contractent pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut aller consulter pour faire le point avec un professionnel de santé qui pourra vous orienter ou qui pourra vous prendre en charge et vous donner vraiment des solutions adaptées à vous. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles ça pourrait être intéressant de le contracter, ce périnée. Mais globalement, là, les questions qui nous sont posées, c'est des femmes qui sont assez dynamiques, qui sont sportives et qui ont souvent des fuites en faisant du sport. Et donc là, pour le coup, comme on disait, ça serait pas une bonne chose de le contracter volontairement tout le temps. Mais il y a des moments où, dans certaines rééducations, ça pourrait être adapté. Tout à fait. Ok, bah, on passe sur la transition fuite. Pourquoi j'ai des fuites alors que je suis jeune et que je n'ai pas accouché? Donc ça, je pense que c'est valable pour les jeunes femmes, effectivement, qui n'ont pas eu d'enfants, Oui, ou même pour des femmes qui ont un âge plus avancé et qui n'ont pas eu d'enfants. exactement. La question était posée en mettant « je suis jeune », mais il y a des femmes un petit peu moins jeunes Oui. qui peuvent avoir des fuites alors qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Ouais. C'est vrai que la plupart des femmes, on a en tête que oui, c'est presque normal d'avoir des problématiques périnéales parce qu'on a accouché, parce qu'on sait qu'un accouchement par voie basse va potentiellement fragiliser le périnée parce que ça peut engendrer des liaisons au niveau du périnée. Mais pour autant, en fait, on peut avoir des problématiques périnéales sans avoir accouché parce que c'est multifactoriel quand on a des problèmes de périnée. C'est pas un facteur qui va faire que ça y est, le périnée dysfonctionne. C'est l'ensemble de plusieurs facteurs et ça peut arriver du coup à tout âge. Il faut réussir à bien identifier en fait le facteur déclenchant, ce qui est à l'origine des fuites. Et c'est vrai que souvent on entend parler du périnée qu'après l'accouchement. Mais en fait, il y a des moments où une jeune femme ou une femme va se retrouver à avoir des fuites urinaires et il faut essayer de comprendre pourquoi, trouver des bons professionnels pour réussir à en discuter. Mais il n'y a pas que les femmes qui ont accouché qui ont ces problématiques-là, quoi. C'est ça. Et puis surtout, pour aller un peu plus loin, ça ne vient pas forcément que du périnée. Voilà. Et nous, on le voit de plus en plus. Et comme on dit, c'est multifactoriel. Donc, en fait, des fois, vous pouvez avoir, par exemple, des fuites urinaires. Et en fait, réellement, votre périnée va bien, il fait bien son job. Et qu'est-ce qui va moins bien? C'est par exemple juste votre technique de mouvement qui n'est pas adaptée et qui va mettre trop de contraintes au niveau de la région périnéale. Et c'est tout, en fait. Et qu'en adaptant cette technique, finalement, vous n'avez plus de fuite et que c'est OK. Donc, pas de panique. C'est pas parce qu'en fait, vous avez des problématiques au niveau périnéal que c'est associé forcément à le périnée, c'est lui le problème, ou une faiblesse du périnée. Et du coup, il y a trop de raccourcis qui se font. Il y a trop d'autodiagnostics où, OK, j'ai des fuites urinaires, je vais acheter une sonde.
ça va régler mon problème. Et en fait, pas du tout, parce que ça se trouve, il n'y a pas besoin de renforcer le périnée et ça réglera pas le souci. Et qu'il faut aller plus loin et qu'il faut se faire vraiment bilanter. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment important de comprendre. Mmh. Et je repensais aussi en t'écoutant que par rapport à l'aspect jeune, femme, autodiagnostic, c'est que, bah, en fait, on n'en parle tellement pas Oui. assez Ouais. que du coup, bah, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui se retrouvent à avoir des fuites urinaires, elles se disent, bah mince, c'est pas normal, normalement c'est que les femmes qui ont Mmh. accouché parce qu'on n'en parle pas assez. Mmh. Et du coup, c'est aussi important de réussir à en parler autour de nous pour que on soit bien conseillé pour aller voir quelqu'un et qu'on arrive à chercher, en étant bien entouré, quel est le Mmh. problème de la fuite, mais de pas s'enfermer dans un autodiagnostic parce que mince, je suis jeune, personne m'en a jamais parlé et en fait, je vais essayer des choses dans mon coin, quoi. Mmh. Et puis il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, qui ont des problématiques, périnéales, Mmh. mais c'est vrai que vu que c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas et c'est chouette qu'on en parle parce que c'est vrai que nous, notre dada, vous l'aurez compris, c'est pas mal les fuites urinaires, mais en fait, on peut avoir plein d'autres problématiques et c'est important de aussi que vous soyez sensibilisés là-dessus. En tout cas, c'est notre objectif. Donc il y a fuite urinaire, il y a tout ce qui est sensation de pesanteur bavante, boule dans le vagin, c'est des signes qui peuvent nous orienter vers un début de prolapsus ou un prolapsus. Des douleurs aussi au rapport ou des douleurs dans cette région-là, ce n'est pas normal et donc il faut aller consulter parce que la rééducation périnéale permet d'améliorer, ces symptômes-là. Bah, justement, je rebondis parce qu'on avait une question qui était: «Je ressens une boule dans mon vagin, qu'est-ce que je dois faire?» Donc la boule dans le vagin, ça doit nous faire penser potentiellement à ce qu'on peut appeler un prolapsus et ce que nos grands-mères appelaient Mmh. aussi une descente d'organes. Donc c'est un affaissement, d'un des organes pelviens sur les parois du vagin. Mmh. Il y a différents types de prolapsus, différents stades de Grade. Mmh. prolapsus, de grades effectivement, mais ça peut se manifester par une pesanteur dans le bas-ventre, Prononcé, par une sensation de boule dans le vagin c'est ça. ou même il y a certaines femmes qui Ce en faisant enfin, mmh, en regardant quoi, quand ouais, elles en se sentaient une boule douchant. dans la douche, de Mmh, vérifier et de carrément sentir une petite boule. c'est ça. Donc ça c'est un prolapsus. Mmh. Et juste, aussi pour dédramatiser un peu la chose, ce n'est pas nos viscères, qui sortent par là et vous n'allez pas, perdre vos organes dans votre culotte. Je pense Ouais, qu'on a cette image-là en tête, vu qu'on dit descente d'organes, ça ouais, fait extrêmement peur ça aux fait femmes. très peur vu comme ça, hein. Voilà, il y a différents stades et c'est pas nos viscères qui vont, tomber dans notre culotte. Non, Voilà. c'est pas l'intestin, c'est Non, pas c'est les organes pelviens qui poussent, justement. ouais, les parois du vagin. Mmh. Et c'est extrêmement rare. Enfin, moi, pour le coup, en cabinet, j'en ai vu vraiment très rarement des femmes où c'était vraiment Extériorisé. ouais, ouais, où la boule était dans leur culotte. Alors ça a pu arriver, hein, Mmh. elles étaient obligées de le remettre, Mmh. mais quand on sent une boule dans le vagin ou quelque chose comme un tampon mal mis, Mmh. ça veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber dans la culotte tout de Mmh, suite, quoi. exactement. Et là, c'est pareil, il faut aller consulter, Mmh. pour, bah, on évalue le stade et puis surtout que vous soyez prise en charge parce que ces symptômes peuvent disparaître. C'est ça qui est le plus important et vous pouvez continuer à faire plein de choses. Nous, Mmh. on a beaucoup de femmes où ça fait peur parce Mmh. qu'on n'est pas sensibilisé autour de ça, qui arrêtent de faire certaines activités physiques, qui arrêtent, de faire certaines pratiques dans leur quotidien ou lors de rapports sexuels par peur de mal faire. Donc allez consulter, pour être pris en charge et puis, pour mieux vivre avec ces symptômes-là et que c'est pas forcément de la chirurgie Ouais. indiquée. Oui, et puis si on va un peu sur le côté traitement, rééducation, hem, il faut aussi bien comprendre le mécanisme, parce qu'on en parlait juste avant par rapport aux fuites et réussir à comprendre d'où viennent les fuites. Bah, c'est un peu pareil pour le prolapsus. C'est-à-dire que si vous êtes bien pris en charge, que vous vous lancez dans une rééducation, c'est très bien. Mais si on n'a pas compris d'où pouvait venir le prolapsus, quand c'est possible d'identifier des facteurs déclenchants, par exemple la constipation, ça c'est notre aussi un Mmh. sujet qu'on adore finalement. Mais faire attention à la constipation, faire attention à certaines habitudes de poussée, faire attention dans notre pratique d'activité physique. Est-ce qu'on rajoute pas des pressions qui pourraient être en cause? Et voilà, bien comprendre un peu dans notre hygiène de vie aussi,
s'il peut y avoir un lien, une origine, pour aussi, en plus du traitement qu'on va faire avec un pro de santé, ajuster ces habitudes-là pour pas qu'on aille encore plus insister sur ce prolapsus. Mais comme tu disais, ce qui est primordial, c'est, les symptômes, le Mmh. ressenti. Parce qu'on ne peut pas forcément avoir la prétention de remonter, les organes et retendre tout ça, qui est pas le prolapsus. Mais par contre, on peut essayer de travailler sur toutes les structures autour, de façon à ce que ce soit, plus confortable et qu'on ait moins ou plus du tout cette sensation, de boule, dans le vagin et choses comme ça. Exactement. Bien se baser en fait sur les symptômes parce que peut-être qu'un professionnel de santé, vous n'ayez aucun symptôme Mmh. et vous a dit: «Ah, vous avez peut-être un début de prolapsus». Oui. Pas de panique. Ça peut arriver déjà suite à des grossesses parce que c'est normal, ça a mis fortement en tension toute cette région-là et donc elle est un peu distendue. Et puis aussi, en vieillissant, on commence à avoir des rides et bah, c'est pareil pour cette région-là, elle se distend un peu et c'est normal et c'est OK. Faut surtout se soucier de nos symptômes parce que si on a des symptômes, c'est pas normal et il y a des choses à mettre en place. Exactement. OK, on revient sur le sujet des règles. La question, c'était: «Je n'ai plus mes règles. Est-ce que c'est normal?» OK, bon, si on remet un petit peu de contexte, il faut identifier si déjà il y a une contraception mise en place. Ouais. Si vous êtes par exemple sous pilule en continu, bah, c'est fait pour ne pas avoir, ces règles. Donc en soi, bah, c'est normal par rapport aux contraceptifs que vous avez. Oui, ça va dépendre de la pilule ou du contraceptif, Exactement. carrément. Pareil pour le stérilet, hormonal, on peut plus ou moins avoir des règles et c'est pas réellement des vraies règles. Donc, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Mmh. Par contre, si vous êtes sous stérilet en cuivre ou alors que vous n'avez pas de contraception hormonale et que vous n'avez plus vos règles, bah là, il va falloir s'inquiéter parce que votre corps vous envoie un message comme quoi, ce n'est pas normal. S'il stoppe les règles, c'est que soit il y a une pathologie, soit il s'est mis en mode survie Ouais. parce qu'il n'a pas la capacité de fonctionner dans son intégralité et donc il va stopper la reproduction parce que la reproduction pour lui n'est pas nécessaire pour sa survie et donc, là, bah, il va falloir creuser par rapport à votre charge d'entraînement et surtout par rapport à l'alimentation. Est-ce qu'il Mmh. y a une bonne balance entre les 2? Parce qu'il y a sûrement un problème et surtout que c'est qu'un symptôme, mais ça peut engendrer plein d'autres problématiques. Ouais. Nous, on le voit que c'est associé souvent à des fuites urinaires, mais plein d'autres choses, énormément de fatigue, de troubles de l'humeur, enfin, c'est associé à énormément de symptômes. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et attention, si vous allez voir Ouais. un médecin. J'allais dire ça. J'allais dire, à un moment donné, il y a eu des médecins qui ont dit, Ouais, «Ah bah, c'est tant mieux, vous avez plus vos règles, ouais. vous Ou en êtes même des débarrassés» coachs: «Ah bah, tant mieux, bah, comme ça tu vas pas être gêné aux compètes» et cetera. Non, c'est normal d'avoir ces règles et c'est physiologique et ça veut dire que notre corps fonctionne bien. Donc si on les a plus, il va falloir s'inquiéter. Et si vous allez voir votre médecin et qu'il vous dit: «Ah bah, on va régler ça, on va vous mettre sous pilule» et que en fait, on va avoir l'impression d'avoir à nouveau des règles, Ça, c'est un cache-misère. c'est un cache-misère, c'est faussé parce que la pilule, en fait, va engendrer des fausses règles, ce qu'on appelle des règles de privation, et ça ne va pas permettre de remettre en place un vrai cycle et que votre corps refonctionne bien. Donc bien attention à ça. Des fois, malheureusement, les médecins ne sont pas assez formés, même des gynécologues sur le sujet, mais vous faites pas avoir. Ouais. Changez de thérapeute si jamais Oui, vous êtes pas en phase. Il y en a plein des thérapeutes très compétents. totalement. Notre dernière question, on revient sur le sujet un peu du périnée. Est-ce qu'il y a des sports qui sont mauvais pour le périnée? Ouais, oh là là, ça, cette question, on l'a très très Ouais, on souvent, l'a je pense. vraiment beaucoup. Donc la 1re réponse, ce serait non. Hmm. Mais si on mesure un peu tout ça, on sait, dans les études, il y a différentes études, hein, qui sont portées sur ce sujet-là, de, classer les activités physiques en fonction, on va dire, du niveau d'exigence sur le périnée concernant les impacts. Hmm. Et donc oui, forcément, il y a des sports qui sont plus demandeurs et plus impactants sur le périnée que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais et qu'ils sont à proscrire. Exactement. On se doute bien que faire des exercices de yoga allongés sur le dos vs faire du trampoline, c'est pas du tout
impactant de la même manière, mais autant pour le périnée que même pour les articulations. Mais on peut peut-être refaire un petit point sur le trampoline. Mm. Parce que des fois, le retour qu'on a, c'est que le trampoline, ça paraît pas forcément comme quelque chose d'impactant. Ah, parce que ça amortit à Ouais, notre place. parce que du coup, effectivement, il y a un système assez d'amorti. T'as pas l'impression de taper au sol ou d'avoir Un choc un violent. choc. Ouais, exactement. Mais en fait, ça, pour le coup, ça fait partie des sports qui sont classés comme très impactants sur Pour le le plancher périnée. pelvien, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, il y a énormément de vitesse et ça crée du coup beaucoup de force et de pression intra-abdominale. Mm. Donc oui, ça, c'est un des sports les plus impactants. Et nous, ce qu'on voudrait justement que vous arriviez à retenir, c'est que en fait, vous devriez pas... Si vous vous posez cette question-là, c'est vous dites, OK, je vais peut-être pas faire ce sport-là parce que ça va impacter par exemple mon périnée. Vous devriez faire des sports que vous aimez, Ouais. qui vous fassent plaisir et qui vous fassent bouger régulièrement. Et le périnée, pour nous, ne devrait pas rentrer dans ce champ de compétences et ne devrait pas choisir à votre place. Ouais. Vous devriez être accompagné pour faire un sport qui vous plaît. Par contre, il y a une manière de le faire. Voilà. Parce que oui, c'est des sports, il y a beaucoup de sports qui sont très impactants, très contraignants pour la région pelvienne. Et que si vous n'êtes pas bien accompagné, si c'est pas assez progressif, si peut-être que vous avez des blessures et que vous compensez, bah, ça peut l'impacter davantage et créer des problématiques. Et il faut que ça soit pris en charge. Ouais. Ou quand c'est aussi un début, que vous avez envie de vous mettre à un nouveau sport, par exemple la course à pied, parce que c'est, on va dire, accessible et que ça semble facile de commencer directement par, je sais pas, une demi-heure, 1 heure de footing. Et ben en fait, c'est aussi un sport qui est impactant. Et du coup, comme tous les autres sports, c'est pas du tout interdit. La corde à sauter non plus. Mais par contre, bah, il faut mettre en place progressivement, faire des courtes durées, puis de le faire aussi régulièrement pour que bah, le périnée, mais en fait tout le corps aussi, ait le temps de s'adapter et qu'on n'ait pas de risque de blessure. Totalement. Donc la progressivité, ça on adore aussi. Totalement. Ok, on a fait le tour de nos questions. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions sur lesquelles on n'est pas venu et que vous avez envie qu'on aborde, nous, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. On va peut-être terminer sur notre petite anecdote. Est-ce qu'on réfléchissait, est-ce qu'on avait une anecdote autour d'un des sujets du jour qu'on voulait vous partager? Et bien justement, sur la dernière question, on avait en fait plein beaucoup de témoignages, essentiellement de nos coachés, mais même de femmes qui nous contactent sur Instagram, qui ont malheureusement arrêté certaines activités physiques. Là, on parle par exemple essentiellement du CrossFit, parce que malheureusement, des professionnels de santé, peut-être pas formés sur le sujet, leur ont dit « Ah non, mais arrêtez cette activité physique-là, parce qu'en gros, ça détruit votre périnée. » Donc nous, un gros holà là-dessus, parce que en fait, pas du tout. On avait même eu l'anecdote aussi, c'est qu'on avait même eu une femme qui nous avait dit que le médecin lui avait dit bah, la corde à sauter, c'est que pour les petites filles. Donc, vous pouvez arrêter ça. Alors que dans certains sports, soit dans des échauffements ou alors au CrossFit, on en fait aussi. Mais en fait, c'est pas réservé qu'aux petites filles, la corde à sauter. Et ça nous a vraiment interpellés. On s'est dit, bah, ça serait bien quand même d'avoir un message différent et de réussir à trouver des solutions parce que des fois, ils proposent d'autres sports qu'on n'aime pas forcément. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mis à faire, je sais pas, de la natation ou du vélo, alors qu'elles aiment pas ça, pour continuer à bouger, donc ce qui est top. Mais alors qu'en fait, c'est pas du tout un sport qui les anime. Bah ouais, donc elles prennent pas de plaisir. C'est trop triste. Ouais. Donc vraiment, le conseil, c'est de... j'allais dire encore une fois, trouver un bon professionnel qui saura vous écouter. Mais c'est vrai que c'est vraiment la clé, quoi, d'essayer de... Quand on vous donne une réponse comme ça, en vous disant, écoutez, vous avez des fuites, tel sport, c'est interdit. Sauf s'il y a des contre-indications particulières, bien sûr, mais c'est très rare. Ouais. Et puis, vous savez, la sédentarité tue, alors que les fuites ne tuent pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. On n'est pas au courant. Donc, c'est horrible de dire ça, mais vaut mieux bouger et faire quelque chose que vous aimez régulièrement que de ne pas le faire. Et puis après, il y a des façons, si vous êtes là, c'est que déjà, vous êtes sensibilisé sur le sujet et il y a des choses à adapter, à mettre en place. Mais en tout cas, continuez à bouger, stoppez pas une activité physique qui vous plaît. On termine là-dessus. Drop the mic.
OK, bah, merci beaucoup, bah, merci à vous aussi d'être restés, avec nous tout ce temps du podcast et on espère que ça vous a plu et puis on vous retrouve au prochain épisode.